Cette semaine à TVL Info, en manchette, plus de chats errants à Forestville, climat toxique chez les auxiliaires, 2 Foresvillois passent en finale de secondaire en spectacle. La ville de Forestville est aux prises avec un problème de chats errants depuis belle lurette et elle n'est pas la seule en Haute-Côte-Nord. L'absence de services pour les soins et la protection des animaux sur le territoire entraîne une impuissance chez les élus qui misent sur la sensibilisation sans succès. La mairesse Micheline Anctil a mentionné lors de la séance municipale du 9 avril que le conseil était très conscient de cette problématique qui devient de plus en plus percutante dans la ville. On a tenté de sensibiliser les gens à cesser de nourrir ou aller chez les vétérinaires ailleurs pour faire stériliser les animaux, mais on n'a aucune écoute de notre population à cet effet-là. Selon l'élue forestvilloise, le fait qu'aucun organisme ne veut offrir ses services pour couvrir le territoire de la Haute-Côte-Nord est un réel problème. Elle a rappelé que ce n'est pas le manque de volonté du conseil municipal qui est en cause dans cette problématique. Des contrats ont déjà été accordés à des entreprises pour tenter de contrer le phénomène des chats errants, mais ils ont tous été annulés. Il y avait tellement de chats qu'à un moment donné, on avait un contrat avec la SPCA de Charlevoix, vous vous rappelez, madame, qui ont mis fin à leur contrat, tout simplement parce que il faut les ramasser, ces chats-là, mais les SPCA qui les accueillent, évidemment, doivent les soigner, les stériliser, c'est le vétérinaire, ils veulent pas les euthanasier, ils veulent les remettre en adoption dans des familles. La ville de Forestville a également fait affaire avec le refuge animalier Chapitou de Bécomo, mais celui-ci a mis fin à l'entente en raison du manque de main-d'œuvre. Comme le problème continuait à prendre de l'ampleur, l'instance municipale a travaillé avec son agent de développement sur la mise en place d'une SPCA en Haute-Côte-Nord. Mais il y avait une ombre au tableau. Dans la réglementation, on oblige les SPCA à bénéficier des services d'un vétérinaire associé à l'organisme, ce qui s'est avéré une embûche pour la ville. Celle qui agit également en tant que préfète de la MRC de la Haute-Côte-Nord aimerait trouver un moyen de régler la situation. Elle déplore toutefois qu'il n'y a pas de solution qui tombe du ciel. Si des citoyens manifestent le désir d'ouvrir un refuge animalier, la mairesse assure que la ville apporterait son soutien. Au niveau financier, des opportunités de subvention sont présentes à la MRC selon l'élu. Les services de camp de jour et piscines municipales ne sont pas épargnés par le manque de main-d'œuvre. La ville de Forestville commence sa campagne de recrutement afin de ne pas priver ses citoyens de ces 2 activités estivales importantes. Selon la mairesse Micheline Anctil, tous les services municipaux ont des enjeux de main-d'œuvre à l'heure actuelle. La tenue du camp de jour et de la piscine municipale pour 2024 n'est donc pas assurée pour l'instant. La ville est en appel de candidature et ne recherche pas nécessairement des jeunes. Les adultes sont aussi les bienvenus. Madame Anctil a fait savoir que l'instance municipale souhaite vraiment maintenir ses services. La ville de Forestville a baptisé les 3 nouvelles rues qui composeront son développement domiciliaire de la 1re avenue. En lien avec sa devise « Père Sylvame » qui signifie « Par nos forêts », les rues ont été nommées « Des Bouleaux »,« Des Pins » et « Des Trembles ». Les élus feront parvenir ces nominations à la Commission de toponymie du Québec pour les rendre officielles. Notons que les plans du nouveau développement sont en cours d'élaboration et seront dévoilés prochainement aux citoyens. C'est dans un climat d'intimidation et de harcèlement que des auxiliaires en santé et services sociaux de Forestville disent travailler. Elles se plaignent de l'ambiance toxique qui règne dans leur environnement de travail au CLSC de Forestville et pointent du doigt leur chef d'équipe. La situation est telle que certains employés sont au bout du rouleau et pensent sérieusement à quitter leur emploi. Selon une des dénonciatrices qui souhaite conserver son anonymat par peur de représailles, la faute revient à la nouvelle chef d'équipe embauchée à la suite du départ à la retraite de celle qui occupait ce poste avant. La nouvelle employée qui fait les horaires les intimide et leur fait du harcèlement en voulant les suivre partout dans leur travail, dénonce celle qui reproche à la superviseure de ne rien voir malgré les nombreuses plaintes formulées par les préposés. Des employés des agences quittent ou sont simplement remerciés sans aucune raison valable. L'ambiance est dégradée et plusieurs griefs ont été ou seront faits prochainement, poursuit l'auxiliaire qui croit que les personnes âgées ont besoin de stabilité.
L'intimidation vécue par le groupe passe entre autres par de la surveillance extrême. La chef d'équipe ferait aussi porter le chapeau de ses erreurs aux membres du personnel. Des gestes d'intimidation sont également posés au dire de la témoin qui se rappelle un événement en particulier. La gestionnaire aurait suivi une employée jusqu'à son véhicule et lui aurait mis les mains sur les épaules pour l'avertir que si elle parlait encore d'une décision à un patient, elle aurait affaire aux ressources humaines, raconte la plaignante qui dit travailler sur un stress continu. Si la situation perdure, le CIS de la Côte-Nord pourrait devoir faire face à une vague de démissions. Selon la dénonciatrice, au moins 4 de ses collègues seraient en congé maladie en raison de cette ambiance de travail toxique. Pour ce qui est des employés des agences, il y en aurait 5 qui sont partis en 1 semaine et demie. Les efforts de dénonciation sont restés vains jusqu'à maintenant pour le groupe de travailleurs de plus en plus démunis qui ne sait plus à quel sein se vouer. Du côté du CIS de la Côte-Nord, le conseiller en communication Pascal Paradis confirme que l'instance est bien au fait du dossier entourant les auxiliaires en santé et services sociaux. Des démarches sont en cours avec les instances syndicales à ce sujet, précise-t-il par courriel. La CSN, syndicat représentant les employés touchés, donne le même discours. Sans en dévoiler davantage, le CIS fait savoir que des actions ont déjà été entreprises pour améliorer le climat de travail dénoncé par les auxiliaires. Les employés du CIS de la Côte-Nord ont des recours lorsqu'une situation de ce genre se produit au sein de l'établissement. Le gouvernement du Québec injectera près de 616 millions de dollars au cours des 2 prochaines années dans les réseaux de transport routier et aéroportuaire de la Côte-Nord. C'est la ministre et députée de Duplessis, Catherine Champagne-Jourdain, et le député de René-Lévesque, Yves Montigny, qui en ont fait l'annonce le 8 avril à cette île. La ministre parle d'investissements majeurs qui permettront le développement socio-économique de la région. Plusieurs projets seront entrepris sur la Côte-Nord grâce à cette somme. On peut nommer le réaménagement de 4 intersections avec la route 138 et la réalisation de travaux d'asphaltage au Bergeronne qui viendront augmenter la sécurité. Il y aura aussi de l'asphaltage sur la route 138 sur près de 14 km à l'est de cette île qui viendra améliorer le confort de roulement des usagers, mais aussi la sécurité des cyclistes parce que les accotements seront élargis. Les 616 millions d'investissements sont répartis de cette façon. 118 millions pour améliorer l'état des chaussées, 56 millions pour améliorer l'état des structures, 433 millions pour rendre le réseau efficace et sécuritaire, 7 millions pour concrétiser des projets aéroportuaires et 211 000 $ pour assurer le maintien en bon état de structures et de ponceaux situés sur la route blanche. Yves Montigny a effectué un rappel des différents projets réalisés au cours de la dernière année. Il a mis de l'avant la réfection de la route 172 au nord de la côte Sainte-Marguerite à Sacré-Cœur, la réfection de la route 138 à l'ouest de Port-Cartier, ainsi que l'amélioration de la route 389. Pour ce qui est du prolongement de la route 138, la ministre Champagne-Jourdain a rappelé que son gouvernement avait toujours l'ambition de faire le parachèvement de cette artère. Actuellement, 2 tronçons sont en réalisation et 2 autres sont à l'étude. Toujours sur le désenclavement, il a été reconfirmé que les études sur le pont sur le Saguenay devraient être terminées pour l'automne 2024. 2 élèves de la Polyvalente des Rivières ont suffisamment impressionné le jury de secondaire en spectacle pour gagner leur laissez-passer au rendez-vous pan-québécois qui se tiendra à Thetford du 30 mai au 2 juin. Leurs numéros ont été choisis parmi les gagnants. Voici le reportage de mon collègue Alain Manning. Du 5 au 7 avril dernier a eu lieu au Havre-Saint-Pierre la finale régionale de secondaire en spectacle 2024. Les polyvalentes de la Côte-Nord y étaient représentées. 6 finalistes représenteront la Côte-Nord. La première place est revenue à l'école Monseigneur-Labrie du Havre-Saint-Pierre. Et 2 de nos participants de la Polyvalente des Rivières se sont classés pour le provincial, soit Nicolas Perron, 2e place, et Fabrice Charret, 6e place. En voici des extraits. Je suis malade. Tu m'as privé de tous mes chants, tu m'as vidé de tous mes mots, et j'ai le cœur complètement malade, cerné de barricades, t'entends, je suis malade.
Tous ces jeunes de la Côte-Nord iront nous représenter au rendez-vous pan-québécois de Thetford-Mines du 30 mai au 2 juin 2024. Ce rendez-vous est un événement non compétitif qui rassemble les lauréats des finales régionales qui ont la chance de se produire sur scène dans un cadre professionnel. En plus d'offrir une occasion de scène qui ne soit pas un concours, le rendez-vous pan-québécois permet aux jeunes et intervenants scolaires des régions du Québec d'entrer en contact et de créer de nouveaux liens dans un contexte culturel et amical. Il s'agit également d'un moment exceptionnel, favorisant l'intégration entre les jeunes et des professionnels du milieu artistique. Enfin, le pan-québécois propose une panoplie d'ateliers de formation sur les arts de la scène, des visites touristiques et des activités sociales de toutes sortes. Bonne chance et profitez bien de ce moment, jeunes de la Côte-Nord. Pour sa 40e édition, le Festival de la chanson de Tadoussac célèbre et renoue avec ses origines. Du 13 au 16 juin, plus de 60 artistes, autant féminins que masculins, défileront sur les 18 scènes intérieures et extérieures aménagées pour l'occasion. Afin de faire revivre la magie des débuts, l'événement maximisera la vitrine offerte aux découvertes tout en s'entourant des plus grands. En tête d'affiche, on retrouve Elisa Pi, Marjo, Philippe Braque, Safia Nolin, Dominique Fils-Aimé, Gab Paquette, les Breeze Feeders, Paul-André Cassidy et le Petit Béliveau. Cette édition anniversaire, portée par la toute nouvelle directrice générale Myriam Sénécal, première femme en autant d'années, promet de tisser encore plus serré toute une communauté de festivaliers autour de rencontres intimes et chaleureuses à la manière unique de Tadoussac selon l'organisation. La programmation réserve aussi de belles découvertes et des propositions audacieuses qui ont particulièrement séduit l'équipe, telles que DVTR, Par hasard, Bobo Laurent, Mehdi Cayenne, Princesse. Des habitués de la Côte-Nord comme Dany Nicolas, Douance, Likoury et Matène seront de la partie, tout comme ces artistes acadiens émergents, Plywood Joe et Jack Surette. Au total, 18 scènes intérieures et extérieures seront réparties aux 4 coins du village. L'Auberge Jeunesse fait son retour et collabore à nouveau avec le festival pour la présentation de spectacles d'artistes émergents entre 18h et 23h, alors que c'est au sous-sol de l'église que les soirées se termineront avec des formations déjantées. Les propositions extérieures devenues signature, le tour de l'îlet, le tour du village et lance à la barque reviennent. À celle-ci s'ajoute le coup de grâce, une formule matinale dominicale aux dunes, où café et croissants seront servis en accompagnement au groupe Mal-Aimé Soleil. Des prestations surprises gratuites, une exposition souvenir et la présence de Boire Côte-Nord, qui mettra en valeur les microbrasseries de son territoire, compléteront le tableau. Pour ses 40 ans, l'organisation souhaite également témoigner du rôle important joué par les chemins d'écriture depuis 2 décennies. Pour ce faire, une dizaine d'artistes dont la carrière a été marquée par l'une de ces résidences de 5 jours en écriture de chansons sont invités à revenir à Tadoussac, cette fois en tant que formation bien établie. Les billets et passeports seront en vente à compter du 4 avril dès 10h. Plusieurs formules de passeports sont proposées ainsi qu'un tarif spécial pour les 17 ans et moins. Les étoiles de la Ligue de hockey Cossum de la Polyvalente des Rivières se sont affrontées le 5 avril pour l'ultime partie de la saison. Il s'agissait du 10e match des étoiles de l'histoire de la Ligue scolaire. Voici le reportage d'Alain Manning. La Ligue de Cossum de la Polyvalente des Rivières présentait le 5 avril dernier le match des étoiles pour sa 10e année d'existence. Sous la supervision d'Éric Rioux, Daniel Larouche et Patrick Lafontaine comme support technique et publicité. Les jeunes pratiquent pendant l'année scolaire 3 fois par semaine sur les heures du dîner. Plus de 16 matchs ont été présentés dans 3 divisions. Division amateur, secondaire 3, 4 et 5, match des étoiles, ainsi qu'une équipe participante de l'école Saint-Luc, afin de faire pratiquer les filles les plus vieilles à garder les buts. Le tournoi de hockey Vieux-Poil de Forestville en était à sa 5e édition les 5 et 6 avril. Près de 70 joueurs de 17 à 65 ans ont participé à cet événement à la formule gagnante. Le tournoi est différent de tous ceux organisés durant l'année, notamment pour sa façon de créer les équipes. Les joueurs s'inscrivent individuellement et les équipes sont formées par les organisateurs. 6 équipes se sont affrontées cette année. Elles sont divisées pour qu'elles soient à force égale sur papier. Sur la glace, les joueurs réservent toujours des surprises selon Michel Canuel, un des responsables du tournoi avec Patrick Lafontaine et Jimmy Tremblay. Pour cette 5e édition, ce sont les Bleus qui ont remporté les grands honneurs grâce à une victoire de 5-2. Ils ont épaté la galerie qui ne croyait pas en ses chances de se rendre jusqu'à la fin. Les Blancs n'ont pas été en mesure de les vaincre en finale.
Quelques tuiles ont bien failli tomber sur la tête de l'événement, dont la panne d'électricité qui s'est prolongée jusqu'à 16 h le vendredi. Mais tout s'est bien terminé. Les organisateurs se réjouissent du succès du tournoi et espèrent répéter l'expérience l'an prochain. Les organisateurs et joueurs du tournoi Vieux-Poil ont profité de l'occasion pour souligner la retraite de Sylvain Desmeules, employé de la ville de Forestville, œuvrant au service des loisirs depuis bon nombre d'années. Ils lui ont remis une carte signée par tous qui contenait des certificats cadeaux. C'est ce qui met fin à ce bulletin d'information. À la semaine prochaine.